Le 31 octobre 2002, Christopher Jenkins disparaît après avoir passé la soirée au bar avec ses amis. Mais 4 mois plus tard, son corps sera retrouvé dans un fleuve. Les policiers concluront à une noyade, mais des enquêteurs privés laisseront entendre que cette disparition est bien plus mystérieuse qu'ils le prétendent. Pour tout savoir sur cette triste et mystérieuse histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui s'est passée aux États-Unis et à Halloween. Même si c'est plus vraiment la période, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'on est bientôt à 10 000 abonnés, merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que quand on arrivera à 10 000, je vous ferai une semaine entière avec une vidéo chaque jour, donc voilà, abonnez-vous pour que ça arrive le plus vite possible. Bon, maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2002, à Minneapolis, une ville américaine située dans le Minnesota. Christopher Jenkins est un jeune homme de 21 ans qui se fait plutôt appeler Chris par ses amis. Il étudie à l'université du Minnesota, où il est un élève assez populaire et sûr de lui. Il a aussi une petite amie qui s'appelle Ashley Rice. Bon, maintenant, venons-en à la nuit d'Halloween 2002. Ce soir-là, Christopher et ses amis de l'université ont décidé de se déguiser. Chris, lui, portait un costume d'Amérindien sans poche. Et comme le costume n'était pas vraiment adapté à la température, il portait aussi un manteau. Lui et ses amis avaient donc décidé de sortir pour fêter le 31 octobre et ils s'étaient tous rendus au Laundry Bar and Grill. Alors, la soirée se passe bien, mais un petit peu après minuit, Christopher va renverser un verre d'alcool sur son pantalon sans faire exprès. Ça aurait pu être une anecdote assez anodine, mais vous allez voir que ça va être le commencement de toute cette histoire sordide. En fait, un des videurs va voir que Christopher a son pantalon mouillé, mais il n'a pas vu vraiment Christopher en train de renverser le verre. Donc, ce videur en question va se dire que Christopher s'est tout simplement uriné dessus, et donc il va se dire qu'il est vraiment trop saoul et va décider de le vider. Les videurs vont alors le sortir du bar. Christopher va donc se retrouver seul dehors, sans ses amis, et le pire c'est qu'il essayera de rentrer à nouveau, mais tous les agents de sécurité auront reçu l'ordre de ne plus le laisser accéder au bar. Mais là, rappelez-vous que Christopher porte seulement son costume d'Amérindien et qu'il a été sorti du bar sans son manteau. Donc là, il faut se dire que Christopher avait vraiment froid. À cette période de l'année, les températures sont en dessous de zéro et ce soir-là, il faisait moins 6 degrés Celsius. Mais là, c'est pas simplement la température qui va poser problème, c'est que Christopher a donc été jeté dehors sans ses affaires et rappelez-vous qu'il n'avait pas non plus de poche dans son costume d'Amérindien. Donc ça veut dire qu'il n'avait rien avec lui. En fait, il avait donné son portefeuille, son téléphone à sa petite copine Ashley qui était à l'intérieur du bar. Donc lui, il avait aucun moyen de contacter ses amis, de contacter sa petite copine. Il était juste dehors sans rien du tout. Aussi, Christopher ne peut même pas rentrer chez lui. En fait, sa maison est assez loin du bar. Pour venir, c'était un ami qui les avait déposés au bar en voiture. Mais là, il peut pas prendre un taxi parce qu'il n'a pas d'argent. Il peut pas joindre ses potes. Donc, il est vraiment dehors. Il peut pas rentrer dans le bar. Il peut pas rentrer chez lui. Il peut rien faire. À ce moment-là, on pense que Chris a décidé de rentrer chez lui à pied malgré tout. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est parce que vers 1h du matin, un témoin aurait vu Christopher marcher vers le nord de la ville, donc vers chez lui. Mais bon, après ça, on perdra totalement la trace de Christopher. C'est le lendemain matin qu'il sera porté disparu car on constatera qu'il n'était jamais rentré chez lui et qu'il n'avait donné signe de vie à personne. De plus, sa petite amie se rend bien compte qu'il est parti sans ses affaires, sans son téléphone, sans son portefeuille, donc ça aussi, ça va commencer à l'inquiéter beaucoup plus parce que là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Bon, là, évidemment, des recherches vont être lancées, comme dans toute enquête, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça va mener à rien du tout, mais 4 mois plus tard, un corps va être retrouvé en train de flotter dans le fleuve Mississippi. En fait, le corps avait été coincé dans les branches d'un arbre, tombé près du barrage Upper St. Anthony Falls. La police va donc être appelée et après autopsie, il sera révélé qu'il s'agit bien du corps de Christopher Jenkins,
qui d'ailleurs portait toujours son costume d'Halloween. Il sera donc supposé qu'il est mort la nuit de sa disparition. La police dira donc officiellement que la cause de la mort est indéterminée. Mais bon, il sera quand même fortement suggéré qu'il s'agit sans aucun doute d'une noyade involontaire. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, la famille n'y croyant pas une seconde va alors lancer sa propre enquête indépendamment de la police. Donc un enquêteur privé va être engagé et il va commencer par essayer de retracer le chemin de Chris cette nuit-là. À ce moment-là, l'enquêteur va commencer par interroger le personnel du bar où Chris était, mais là, ils ne vont pas du tout collaborer. Et l'enquêteur trouvera même que le personnel du bar se comporte de manière assez suspecte. En fait, tous les employés qui travaillaient le soir de la disparition de Christopher vont dire à l'enquêteur privé que non, ils n'ont pas mis Christopher dehors, mais c'est lui qui a décidé de partir de son propre chef. De plus, le patron du bar va demander à ses employés de ne strictement pas parler à l'enquêteur privé à moins d'être accompagné de l'avocat du bar. Bon, là déjà on sent qu'il y a peut-être quelque chose à cacher, mais d'un autre côté on peut comprendre qu'ils sont pas à l'aise parce que bon, s'ils ont réellement viré Chris ce soir-là et qu'il est décédé par la suite, je comprends qu'ils aient pas trop envie de se retrouver dans cette affaire. Mais évidemment, l'enquête va révéler d'autres choses. On va apprendre que cette nuit d'Halloween 2002, un policier, Mike Casey, qui ne travaillait pas ce jour-là, était lui aussi dans ce bar en même temps que Chris et Ashley, sa petite copine. Je parle d'Ashley parce que Mike avait l'air de quand même pas mal connaître Ashley. D'ailleurs, Ashley avait décidé de se déguiser en policière sexy et c'est Mike qui lui aurait passé un de ses costumes de policier. Je sais même pas si c'est vraiment légal de faire ça, mais en tout cas, il l'avait fait pour elle. Donc voilà, pendant la soirée, Ashley avait passé un petit bout de temps avec Mike, le policier, et il avait même présenté à son petit ami Christopher. Mais évidemment, je crois qu'on se l'est tous dit, Mike avait sans aucun doute des vues sur Ashley, et donc voulait se servir de cette soirée pour se rapprocher d'elle, même s'il savait qu'elle avait un petit ami. Et là, l'enquêteur va apprendre une rumeur qui a tout de même son importance. En fait, la rumeur raconte que c'est Mike qui aurait été voir le videur qu'il connaît assez bien et qui lui aurait demandé de mettre Christopher à la porte. On ne sait pas exactement si il lui a donné de fausses informations par rapport à Christopher, qu'il aurait dit qu'il était très sous ce soir-là, ou s'il lui avait tout simplement dit qu'il voulait se retrouver seul avec la petite copine de Chris. Et en tout cas, on pense que si Chris a été mis dehors et s'il a absolument pas pu rentrer dans ce bar, ce serait à cause de Mike, qui aurait décidé de se débarrasser de lui dans le but de pouvoir draguer Ashley. De plus, on apprendra que Mike, ce soir-là, avait raccompagné Ashley jusqu'à chez elle. Mais là, c'est vraiment dingue parce qu'on va se rendre compte que cette piste-là, donc du fait que Mike aurait dragué Ashley, qu'il aurait lui-même mis Chris dehors à la porte du bar, eh ben, cette affaire-là n'a jamais été traitée par les policiers au moment de l'enquête. D'ailleurs, le détective privé va tout de même confronter les policiers et va leur demander pourquoi ils n'ont jamais interrogé Mike alors que peut-être ils connaissaient des choses importantes sur Chris à ce moment-là ou sur Ashley. Et là, la police répondra tout simplement « C'est un homme marié avec des enfants, nous ne voulons pas briser une famille ». Bon, j'ai tendance à penser, et ça n'engage que moi, que si Mike n'avait pas été lui-même un policier, peut-être que ça se serait pas passé aussi bien pour lui. Bon, en tout cas, ça fait pas de lui un meurtrier. Je pense pas qu'il ait quelque chose à voir réellement dans la disparition et le décès de Chris. Mais par contre, ça en fait de lui peut-être une personne qui connaissait des choses, qui peut-être aurait pu vraiment aider la police au moment de l'enquête et qui a juste été oublié. Bon, sinon le détective privé va continuer son enquête et on va se rendre compte que si Christopher avait bel et bien voulu retourner jusque chez lui à pied en partant du bar, il serait obligatoirement passé par le pont de l'avenue Hannepin. Et là on va se rendre compte qu'une banque située tout près a 2 caméras qui filment parfaitement bien le pont. Donc le détective va décider de visionner les images de cette nuit-là et surprise, il n'y a aucune trace de Christopher. Donc là, on a la preuve qu'il n'est jamais passé par ce pont et donc qu'il n'a jamais voulu rentrer chez lui. Donc maintenant, on a une toute nouvelle question qui se pose, c'est où voulait aller Christopher cette nuit-là si c'est pas jusque chez lui. À ce moment-là, la famille a donc décidé de poursuivre leur enquête privée car elle était sûre que si on découvrait où voulait aller Chris, on saurait obligatoirement ce qui lui était arrivé.
La famille va donc décider d'embaucher des personnes ayant des chiens pisteurs dans le but d'essayer de retrouver la trace de Christopher et savoir où il se serait rendu. 2 chiens vont donc enquêter sur l'affaire, on va les emmener au bar et on va les laisser suivre la trace de Christopher via une odeur qu'on leur a fait sentir juste avant. Les 2 chiens vont alors se diriger vers le restaurant en face du bar qui s'appelle le Times Square Pizza and Subs. Après ça, les 2 chiens iront vers le parking souterrain se trouvant sous la pizzeria et là ils s'approcheront près de la place 89 et 90. Et puis arrivés à ces places de parking, plus rien, les chiens perdent la trace de Christopher. Donc on peut réellement se dire que si on trouve là où les personnes qui étaient garées à cette place, on saura sûrement qu'est-ce qui est arrivé à Christopher, s'il est parti en voiture avec quelqu'un ou si tout simplement ces personnes sont au courant de quelque chose. Après un travail de recherche, on va se rendre compte, et là tenez-vous bien, que c'est le videur qui avait mis dehors Christopher, donc le soir du 31 octobre 2002, qui était garé à la place 89. Ce videur-là, on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, j'ai pas trouvé d'informations. En plus, c'est une enquête privée, donc je pense qu'on ne sait pas tout. Mais on va apprendre que la voiture de cet homme-là va tout de même être fouillée et on retrouvera dedans de minuscules gouttelettes de sang. On ne sait pas du tout à qui elles appartenaient par contre, mais on retrouvera aussi une sorte de tout petit bout de plume rouge et un petit fil rouge qui aurait pu appartenir au costume d'Amérindien de Chris. L'enquêteur privé qui sait maintenant que Chris est resté aux alentours du bar et de la pizzeria va décider d'interroger un peu plus de personnes qui auraient pu passer par là cette nuit-là. Et suite à ça, quelques témoins expliqueront avoir vu une dizaine de personnes s'attaquer à un homme qui était devant la pizzeria. Alors on leur demandera si cet homme était Christopher, mais malheureusement aucun d'entre eux ne saura dire s'il s'agissait bel et bien de Christopher ou non. Mais bon, malgré tout, maintenant on est assez sûr que Chris a rencontré quelqu'un sur sa route et que cette personne lui a sans aucun doute fait du mal. Donc maintenant, on va se repencher un petit peu sur le rapport d'autopsie qui n'avait pas vraiment été traité par la police pendant l'enquête. Déjà, on va se rendre compte que le taux d'alcoolémie de Chris ce soir-là était de 0,12%. Ça veut dire qu'il n'avait vraiment pas bu beaucoup, il n'était pas saoul, il était maître de ses mouvements et maître de ce qu'il faisait. Mais par contre, autre chose de vraiment étrange, et là c'est vraiment dingue que la police ne s'est pas posé plus de questions, mais on va se rendre compte que Chris avait des traces de GHB chimique dans le sang. Alors le GHB, je le rappelle, est une drogue qui est connue pour endormir les gens. Et là, si on n'est toujours pas convaincu de l'acte criminel, il sera écrit que Chris a été retrouvé les bras croisés devant lui, ce qui n'est pas vraiment une position habituelle pour une personne morte noyée par accident. Aussi, la chemise de Chris était toujours bien dans son pantalon, ce qui montre que effectivement, il n'a pas dû se débattre beaucoup et il avait toujours ses mocassins aux pieds, mocassins qui auraient pu très facilement s'enlever en se débattant, mais il les avait toujours parfaitement à ses pieds. Mais pire encore, on va se rendre compte que quand Chris a été sorti de la rivière, il avait dans la main gauche une touffe de cheveux. Touffe de cheveux qui n'a pas été analysée au moment des faits, donc on ne savait pas du tout à qui elle appartenait. Heureusement, quelques temps plus tard, on va voir que cette touffe de cheveux lui appartenait. Mais ça reste assez étrange. Pourquoi est-ce qu'il se serait complètement arraché les cheveux? Mais là, une autre chose étrange va être remarquée par le détective privé et la famille de Christopher. En fait, Chris était gardien de but et très sportif. 2 jours avant sa disparition, il avait joué 2 matchs. C'est important à savoir car pendant les matchs, il se faisait toujours des bleus aux bras et aux jambes. Bleus qui restent habituellement quelques jours, une semaine ou même une semaine et demie. D'ailleurs, chose importante, c'est que le 31 octobre, il avait toujours des bleus sur les bras et sur les jambes. Sa famille l'avait vu, ses amis l'avaient vu, il avait toujours des bleus partout de toute façon. Mais là, quand le corps de Chris va être ressorti de la rivière, on va se rendre compte qu'il n'avait aucun bleu. Son corps était sans bleu ni sur les bras ni sur les jambes. Donc là, ça va venir poser une nouvelle question. La question c'est, est-ce que Chris serait bel et bien mort le jour de sa disparition ou est-ce qu'il aurait été retenu en otage quelques jours encore avant d'être tué, ce qui est possible, comme ça aurait laissé le temps à son corps de faire disparaître les bleus. C'est donc avec toutes ces nouvelles informations que la famille va demander à la police
4 ans après la disparition de Chris, de réouvrir l'enquête. Finalement, c'est seulement après la prise en fonction d'un nouveau chef de la police que le dossier va être réouvert et que cet officier de police va prendre le temps d'écouter ces nouvelles découvertes, ces nouvelles preuves. Bon, l'enquête n'a malheureusement pas été réouverte, mais la mort de Chris est passée de noyade accidentelle à homicide. Mais bon, encore aujourd'hui, personne n'a été inculpé pour le meurtre de Christopher Jenkins. Bon, avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous parler d'une piste qui semble assez sérieuse pour beaucoup d'internautes. En fait, sur certains blogs, des gens pensent que Christopher aurait été victime d'un tueur en série qui pratiquerait le smiley face killings. En fait, selon ces gens, 45 décès de jeunes hommes étudiants dans le Midwest seraient attribués à un certain smiley face killer, qui aurait à chaque fois le même mode opératoire. En fait, ce qu'on attribue au smiley face killer, ce sont des corps qui auraient été retrouvés dans l'eau, le corps d'hommes qui venaient de faire la fête, qui venaient de s'alcooliser énormément. De plus, un visage souriant aurait à chaque fois été peint à proximité du corps. Bon, malgré tout, il faut que je vous dise que beaucoup de services de police et beaucoup de policiers pensent que c'est juste une légende urbaine et que ce smiley face killer n'existe pas. Mais bon, Chris était la parfaite victime du smiley face killer, vu qu'il avait toutes les caractéristiques qu'on attribue aux victimes de ce tueur en série. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. C'est un peu frustrant, je trouve, de ne pas savoir du tout qu'est-ce qui aurait bien pu lui arriver au final. Il y a beaucoup de pistes, mais rien n'est vraiment confirmé. Bon, sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte YouTube si vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un don. Et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!